Eh bien, rebonjour et bienvenue toujours sur l'espace dédié à la mécanique universelle. Le site qui s'acharne à vouloir démontrer contre vents et marées que l'humanité évolue progressivement vers son ultime perfection. La paix universelle, la mise en commun de tout, la fin de la propriété privée, bref, tout ce que les hommes ont déjà imaginé, rêvé, pensé, voulu. Et c'était beaucoup trop tôt pour pouvoir le confirmer et puis le réaliser. C'est encore trop tôt aujourd'hui, évidemment, il faudra encore des siècles, quelques siècles d'évolution. Mais nous sommes à la fin de ce grand chemin de l'humanité, de l'évolution humaine. Nous étions des primates naturels, on a quitté le royaume de la nature, on vivait sans doute comme nos cousins bonobos ou voilà, chimpanzés. Et puis on s'est mis en œuvre, on a commencé à développer, à devenir une humanité. Mais ça ne veut pas dire, c'est pas parce qu'on pense, on a cette vision darwinienne qu'on imagine qu'il n'y a pas du divin. Je pense au contraire qu'il y a du divin et que Darwin va très bien dans l'évolution avec l'idée qu'il y ait du divin. À mon sens, il n'y a aucune contradiction avec ça. Et enfin, en tout cas, dans ma théorie, il n'y en a pas. Et donc, il y a du divin. Si on va vers notre perfection, c'est pour rentrer en fusion avec le divin à travers l'extase, la béatitude, le nirvana, l'éveil, peu importe comment on appelle cet état-là, etc. Et donc, parfois, je m'appuie sur des ouvrages que je trouve. Là, j'ai pris à la bibliothèque, alors je ne sais pas, je ne vois pas là, je pense que c'est bon, c'est cet ouvrage de Giorgio Colli, La naissance de la philosophie. Donc j'ai trouvé ce livre il y a quelques jours à la bibliothèque et je vais juste commencer un petit peu à... j'ai lu un petit peu, c'est l'introduction. Non, la folie est la source de la sagesse. Voilà, c'est le premier chapitre. La folie est la source de la sagesse. Alors, je vais lire juste des petites choses que j'ai notées là. Voilà. Alors, nous avons dit que la sphère de la connaissance et de la sagesse se connecte beaucoup plus naturellement à Apollon qu'à Dionysos. Il y a cette idée-là, il travaille cette pensée-là entre Dionysos, Apollon, donc on retrouve Nietzsche, etc. derrière cette réflexion. Parler de ce dernier, donc de Dionysos, comme dieu de la connaissance et de la vérité, comprise de manière restrictive comme intuition d'une angoisse radicale, signifie présupposer, en grec, l'existence strictement impensable d'un Schopenhauer. Ça voudrait dire qu'il y aurait déjà eu à l'époque de cette pensée, de l'époque où on imaginait Dionysios, Apollon, et puis même à l'époque de la philosophie, il aurait fallu un penseur comme Schopenhauer, Schopenhauer, c'est-à-dire une pensée qui ne pouvait venir que 2000 années après. En fait, c'est ça la question. Schopenhauer, il n'est pas meilleur ou moins bon ou quoi que ce soit. Il arrive 2000 ans après, donc avec tout un tas de nouvelles connaissances. Et moi, la théorie que je développe, elle vient maintenant. À l'époque, Schopenhauer n'avait pas les moyens de pouvoir imaginer ce que je suis en train d'imaginer sur la Méca, c'est-à-dire la fin du parcours de l'humanité. Tout simplement parce qu'à l'époque, par exemple, moi je parle de l'unité humaine, de la paix universelle. Tout ça, ils pouvaient en avoir entendu parler, puisque certains avaient formulé l'idée. Mais il n'y avait pas l'ONU qui était créée. L'ONU, c'est quelque chose d'incroyable, l'Organisation des Nations Unies. C'est le tribunal contre les crimes contre l'humanité, etc., contre les crimes de guerre, contre la guerre, tout le travail qui se fait, l'UNESCO, etc. Tout ça, ça n'existait pas à l'époque de Schopenhauer.
Bon, après, je continue, parce que c'était ça qui m'intéressait de commenter. Dionysios est plutôt rattaché, écrit donc Giorgio Colli, Dionysios est plutôt rattaché à la connaissance en tant que divinité éleusienne, c'est-à-dire les mythes d'Éleusis. En effet, l'initiation au mystère d'Éleusis culmine en une époptéia, une vision mystique de béatitude et de purification qui, d'une certaine manière, peut être appelée connaissance. Voilà. Alors, l'extase, parce que c'est de ça dont il parle, qui, d'une certaine manière, peut être appelée connaissance. Et effectivement, l'extase, c'est la connaissance absolue. Pour avoir expérimenté par inadvertance cet état-là, au tout début de la mécanique universelle, donc il y a 23 ans, pour être tombé dans cet état accidentellement, en fait, ou pas, voilà, de façon fortuite, pendant une semaine, j'ai compris que c'est une connaissance complètement différente de la connaissance que nous pouvons avoir dans la conscience ordinaire. La conscience extatique qui est non verbale, hein, qui est à travers la contemplation et à travers ce qu'on ressent. On est en contact absolu avec les choses. On est dans une fusion totale avec le tout. Mais ça, on ne change pas de physique, on ne marche pas à 1 mètre au-dessus du sol, on est tout à fait normal. Ça a l'air d'être normal, mais notre psychisme est dans un état d'esprit complètement différent de l'état ordinaire. Il y a l'état ordinaire et l'état extatique. Voilà les deux états, les deux seuls états de l'existence. Et dans l'état, par exemple, dans le sommeil, c'est l'état lié à l'état ordinaire. Même si c'est un état un peu particulier de l'ordinaire, mais voilà. Par contre, l'état extatique, c'est un état complètement différent, mais vraiment complètement différent. Et je pense qu'il n'y a aucun rêve d'ailleurs dans l'état extatique, parce qu'on est dans un état le cerveau, il est dans l'immédiat absolu, il est dans le pur immédiat, il ne se projette pas. Là, par exemple, je parle, donc le fait de parler me sort de la contemplation, de la sensation des odeurs, des bruits, des trucs de la nature, d'être au contact total avec la nature. Je parle et donc je suis dans l'état ordinaire qui est un état non présent réel au monde. Je suis présent à ce que je dis, à ce que je pense, à ce que je veux faire. Et si je remonte chez moi, là, dans 2 minutes, je vais remonter, mon cerveau va être, c'est l'heure du repas, j'ai faim, qu'est-ce que je vais faire, etc., etc. Voilà, donc je ne serai pas dans cet état de pure contemplation. L'état de pure contemplation est un état où il n'y a plus de pensée, il y a plus le cerveau est au repas, il est vide, il est au repos, il est vide. Et c'est ce que cherche à atteindre d'ailleurs le yoga, tous ces états toutes ces expériences-là. En fait, de vider l'esprit. C'est grâce à ça qu'on atteint cet état particulier. Et donc ça amène à une connaissance complètement différente. Et il le dit bien, en une époptéia, une vision mystique de béatitude et de purification qui d'une certaine manière peut être appelée connaissance. Toutefois, l'extase mystérique, en tant qu'elle est atteinte à travers un abandon total des conditions individuelles et qu'il est possible de dire qu'en elle, le sujet qui connaît ne se distingue plus de l'objet de sa connaissance, c'est exactement ça. Donc ça veut dire que c'est complètement compris par la philosophie, tout ça. Giorgio Colli ne fait que relater ce qui était compris à l'époque de Platon, à l'époque des mystères d'Éleusis, etc. Ils avaient compris cette mécanique. Et curieusement, les philosophes comprennent ça. Ils peuvent en parler, même les philosophes les plus matérialistes. Je pense que si on interroge Michel Onfray, il parlera de
qu'il est possible de dire qu'en elle, le sujet qu'il connaît ne se distingue plus de l'objet de sa connaissance. Donc, il est conscient, sauf qu'il est incrédule. Il ne le comprendra pas. Ou ben, peut-être pas lui, mais enfin, bon, bref, les philosophes qui n'ont pas fait cette expérience et qui ne sont pas versés dans le mysticisme, dans la spiritualité, ne peuvent pas véritablement comprendre la signification profonde de ce qui est dit. Et pourtant, c'est dit, c'est compris, c'est là, cette partie infime de l'humanité comprend qu'il y a quelque chose, que dans cet état-là, on ne distingue plus, l'extatique ne se distingue plus de ce qu'il contemple, des objets de l'objet de sa connaissance, de ce qu'il voit. Sauf que c'est plus une connaissance analytique, c'est une connaissance synthétique, une connaissance transcendantale. Ce qui vient de la vie pénètre chaque cellule de notre corps. Ça reste, c'est pas au niveau de l'explication mentale. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette première introduction à la naissance de la philosophie de Giorgio Colli. Allez, à bientôt, merci de votre écoute, et puis soyez heureux et profitez de ces instants de plénitude si vous y avez accès. Et luttons pour que tous les gens qui sont en train de se faire tuer quelque part ou maltraiter, ou que ça cesse rapidement. Voilà, qu'on puisse enfin vivre avec l'esprit libre, parce que être heureux en sachant que d'autres souffrent, c'est une grande... c'est un frein au bonheur en réalité. Voilà. Voilà, si vous trouvez que c'est intéressant tout ce qui est dit sur ce site, enfin pas tout, mais quelques petites choses, vous pouvez mettre des petits pouces, donc, et puis vous abonner à la chaîne, et puis en parler, envoyer voilà, à vos amis, etc., pour qu'ils circulent sur cette... C'est particulier, ça émane d'un cerveau atypique. Donc je sais que c'est très compliqué pour vous surtout si vous êtes dans une réflexion un peu typique, et si vous êtes étudiant ou quoi que ce soit, ça peut paraître un peu l'œuvre d'un farfelu, peut-être d'un fou même, éventuellement. Bref, et je sais que ça peut être pénalisant, ça empêche d'avoir envie d'en parler. On peut se dire, mais qu'est-ce qu'ils vont penser, que je suis un illuminé à écouter